Bonjour à tous. Bienvenue sur Version améliorée, votre chaîne dédiée au partage de connaissances approfondies sur le développement personnel holistique à travers le prisme des plus grands livres du monde. Aujourd'hui, nous allons explorer un personnage qui est peut-être l'une des figures les plus complexes de l'histoire littéraire. C'est un homme sans véritable nom, un homme à la fois pitoyable, détestable et absolument ridicule. Dans le classique original de Luxin, il est connu sous le nom d'Acu, mais pour notre voyage d'aujourd'hui, appelons-le Arthur. La plupart des gens qui ont étudié la littérature connaissent l'histoire d'Arthur à travers le roman classique, la véritable histoire d'Arthur. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, ri des pitreries de ce personnage, mais derrière ce rire, si vous prenez le temps de respirer, vous pourriez soudainement réaliser que l'image de cet homme est un miroir. Il représente une réalité concrète qui existe dans la société depuis des générations. Il est cette personne à la fois pitoyable dans sa pauvreté, détestable dans son ignorance et ridicule dans sa fierté. La vérité est que chacun d'entre nous possède un petit côté Arthur en lui. C'est ce que les psychologues appellent souvent l'esprit de victoire spirituelle. Si vous pouvez vraiment comprendre Arthur, vous pourrez également reconnaître 3 vérités fondamentales sur la vie. Ce sont 3 vérités qui vous aideront à réfléchir sur vos propres limites, votre passé et vos blessures, vous permettant ainsi de vous relever plus fort face à la confusion de la vie moderne. La première vérité que nous devons affronter est que tout le monde sait, à un moment donné, anesthésié par l'art de la victoire mentale. Arthur est un homme qui vient du bas de l'échelle sociale. Il n'a pas de nom de famille, pas de ville natale à revendiquer, pas de foyer physique pour se reposer, et pas d'occupation stable. Dans un monde qui valorise le statut et la sécurité, une personne dépourvue de ses qualités fondamentales sera naturellement méprisée. La société méprisait Arthur, mais le plus fascinant, c'est qu'Arthur n'en avait aucune honte. En fait, il considérait son état misérable comme parfaitement normal, voire supérieur. Un soir, après avoir bu 2 bols de vin bon marché, Arthur se mit à danser sauvagement et à se vanter devant tout le monde dans la taverne locale. Il prétendait être un parent éloigné du grand monsieur Miller, l'homme le plus riche et le plus influent du village. Selon la logique tordue et les calculs d'Arthur, sa hiérarchie familiale le plaçait en réalité 3 générations plus haut que le propre fils de monsieur Miller, un érudit choyé. En entendant ces délires de grandeur, le riche monsieur Miller se précipita et gifla Arthur violemment. Il hurla « Arthur, espèce de bâtard. Comment oses-tu prétendre être lié à une famille comme la mienne ?» Arthur resta totalement silencieux. Il n'osa pas répliquer ni défendre son honneur. Il accepta volontiers la perte de sa dignité à cet instant précis. Mais peu après que la douleur de la gifle se fut dissipée, Arthur parvint à une conclusion réconfortante. Il se dit que son propre futur fils serait certainement beaucoup plus gentil et vertueux que n'importe qui de la famille Miller. Sa batterie interne fut rechargée, et il continua d'être heureux. Il restait joyeux malgré une vie précaire et incertaine, ne sachant jamais d'où viendrait son prochain repas. Pourquoi ? Parce qu'il possédait une arme psychologique magique, l'art de la victoire spirituelle. Quand Arthur était battu, il n'avait pas la force de résister. Il attendait simplement que les agresseurs partent, puis il déclarait silencieusement dans son cœur « La personne qui vient de me battre est clairement mon propre fils. Le monde est juste en désordre en ce moment, et je suis l'ancien qu'on ne respecte pas. » Grâce à cette illusion, Arthur pouvait continuer à être heureux. Un jour, Arthur fut arrêté pour un trouble mineur, mais il ne paniqua pas. Il se dit que peut-être, dans le grand plan de l'univers, il arrive que les gens soient capturés et emprisonnés. C'était le destin. Même quand il goûtait vraiment à l'amertume de l'échec, il gardait ce même sourire absent. Il y eut une époque où Arthur eut la chance de gagner une somme importante au jeu, mais l'argent lui fut rapidement volé. Pour gérer la douleur de la perte, Arthur finit par se frapper lui-même. Il imaginait qu'il était le vainqueur et que celui qui le frappait était le perdant. Ce sentiment de triomphe auto-infligé le satisfit tellement qu'il tomba dans un sommeil profond. En bref, peu importe ce qui arrivait, peu importe le nombre de fois où il était écrasé ou humilié, Arthur trouvait toujours une explication qui flattait son ego. Il s'était construit un monde mental où il était toujours le vainqueur. Dans ce monde, un être faible comme Arthur pouvait s'isoler des dures réalités de l'époque. Cette victoire psychologique est devenue son principal mécanisme de défense, la seule chose qui lui permettait de conserver les derniers vestiges de joie dans sa vie de misère. Certains diraient que parce qu'Arthur venait d'un milieu si difficile, il avait besoin de cet optimisme pour survivre. Mais nous devons nous demander, Arthur était-il vraiment heureux ? Était-il vraiment optimiste ? Il ne s'agit pas seulement d'Arthur. Même à notre époque moderne, vous trouverez beaucoup de gens qui ne savent toujours pas distinguer le véritable optimisme, la vraie confiance en soi et l'autodéception flagrante.
Nous avons tous un Arthur caché en nous qui surgit pour faire son spectacle quand les choses tournent mal. Quand nous échouons à un examen, nous nous disons que les questions étaient injustes ou trop difficiles. Quand nous commettons une erreur au travail et que nous sommes critiqués, nous disons « De toute façon, je n'ai pas besoin de ce boulot » ou « Ils sont juste jaloux de mon talent ». Quand nous voyons les autres réussir, nous balayons cela d'un revers de main en disant que c'est juste de la chance ou des relations. Face au conflit, nous nous défendons en rabaissant l'autre partie dans notre esprit, en exagérant nos propres minuscules avantages pour nous sentir supérieurs. Ces paroles de réconfort peuvent apaiser notre orgueil blessé un instant, mais elles ne peuvent tromper notre moi véritable. La victoire spirituelle d'Arthur est une combinaison toxique de 3 parts de colère, 3 parts de ressentiment et 4 parts de compromis avec soi-même. Le moyen le plus simple de savoir si vous vous trompez vous-même comme Arthur est d'examiner si vos paroles sont prononcées dans un esprit de croissance ou comme une excuse pour fuir la réalité. Il est toujours facile de s'injecter une dose d'anesthésique mentale pour éviter la douleur de l'échec, mais plus c'est facile, plus c'est dangereux. Cette habitude nous maintient perpétuellement dans un état de sommeil psychologique. Nous nous enterrons dans nos carapaces, nous séparant de la possibilité d'une croissance et d'une transformation véritable. Par conséquent, face à quelque chose qui vous déplaît, ne vous contentez pas de vous mettre en colère ou de vous plaindre. Il n'est pas nécessaire de justifier votre position par des délires. Toutes ces choses ne sont que des drogues hypnotiques qui vous bercent dans un faux sentiment de victoire alors que vous restez coincé dans la boue. La deuxième vérité que nous apprenons d'Arthur est un aspect plus sombre de l'ombre humaine. Plus une personne est faible, plus elle aime décharger sa colère sur quelqu'un d'encore plus faible qu'elle. C'est un cycle d'oppression auquel Arthur participait fréquemment. Une fois, après avoir été battu par un groupe d'hommes, Arthur ne savait pas où diriger sa frustration. Il rencontra par hasard une jeune personne vulnérable sortant d'une boutique locale. Arthur cracha par terre, puis tendit la main pour toucher la tête de la personne d'une manière moqueuse et irrespectueuse. Les rires et l'attention des badauds dans la taverne voisine ne firent que rendre Arthur plus joyeux. Il avait l'impression que son exploit d'intimidation avait été reconnu. Il pinça violemment la joue de la jeune personne jusqu'à ce qu'elle s'enfuit, embarrassée. L'estime de soi d'Arthur, piétinée auparavant, fut temporairement apaisée en déchargeant sa colère sur quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. Il était extrêmement content de lui. Le grand écrivain Luxin a observé que les vrais faibles sont toujours en colère, mais qu'ils ne tirent leur épée que pour affronter ceux qui sont encore plus faibles. Nous voyons ce comportement à la Arthur dans notre monde moderne tous les jours. Nous voyons des employés opprimés par leur patron, qui se retournent ensuite pour montrer une attitude exécrable envers les stagiaires ou les nouveaux collègues. Nous voyons des étudiants harcelés par des plus grands, qui s'en prennent ensuite aux enfants plus jeunes. Nous voyons des pères et des mères qui subissent stress et humiliation au travail, pour ensuite ramener cette colère toxique à la maison et hurler sur leurs enfants qui n'ont rien fait de mal. Nous voyons des gens se cacher derrière des claviers, déchargeant leur sentiment d'infériorité en critiquant cruellement des inconnus en ligne. Même dans nos propres vies, nous maintenons souvent un masque d'extrême politesse avec les étrangers, mais nous perdons facilement notre sang-froid avec nos proches, notre famille et nos partenaires. C'est la manifestation exacte de l'esprit d'Arthur. Psychologiquement, on appelle cela la compensation mal avisée. L'être humain ressent toujours un besoin profond d'avoir le contrôle sur sa propre vie. Lorsqu'une personne est sous pression ou opprimée par une source à laquelle elle ne peut résister, comme un patron puissant ou un système rigide, ce sentiment de contrôle lui est arraché. Pour rétablir son équilibre psychologique, elle cherche un moyen de se sentir à nouveau puissante. Si elle manque d'intelligence émotionnelle et de capacité à s'attaquer à la racine du problème, elle choisit une voie erronée. Elle projette son énergie émotionnelle négative sur une cible plus sûre. Cela procure un sédatif temporaire, un moment où elle se sent à nouveau la plus forte, mais cela ne règle en rien la source réelle de sa douleur. Au contraire, cela perpétue un cycle de souffrance. Cette dynamique maintient les gens prisonniers d'une colère perpétuelle. Ils sont incapables de se libérer car ils regardent dans la mauvaise direction. Si vous vous surprenez à utiliser ces anesthésiques mentaux, ou à vous en prendre aux autres pour surmonter votre propre frustration, vous devez vous autoriser à arrêter. Accordez-vous juste 3 secondes. Prenez une grande inspiration et nommez l'émotion que vous ressentez. Reconnaissez-la. Je suis en colère parce que mon patron m'a traité injustement, ou je suis frustré parce que je me sens ignoré. Nommer l'émotion aide à ramener cette énergie négative dans votre esprit rationnel. Une fois qu'elle y est, vous pouvez la rediriger. Au lieu de propager le poison aux autres, vous pouvez écrire dans un journal, faire de l'exercice, faire le ménage ou méditer. Le Bouddha enseignait que la colère est comme un feu qui brûle celui qui le tient avant même d'atteindre la personne à qui il est destiné.
Ce n'est qu'en regardant directement le feu dans notre propre cœur que nous pouvons l'empêcher de consumer la forêt de notre vie. Une personne vraiment forte n'est pas celle qui ne ressent jamais de colère, c'est celle qui sait canaliser cette chaleur dans un courant qui nourrit sa propre âme. Si vous ne pouvez pas changer le vent, apprenez à contrôler les voiles. Si vous ne pouvez pas changer les autres, apprenez à vous maîtriser. C'est la seule véritable façon d'échapper à l'illusion de la victoire mentale. La troisième vérité que nous voyons chez Arthur est que plus une personne essaie de montrer sa supériorité, plus son complexe d'infériorité profond devient apparent. Après sa rencontre avec la jeune personne dans la rue, Arthur eut son premier fantasme délirant sur le fait d'avoir une partenaire romantique. Alors qu'il travaillait comme journalier temporaire au domaine Miller, Arthur vit une femme travaillant dans la cuisine. Sans aucune relation ni entente préalable, il s'agenouilla soudainement et lui fit une proposition grossière et inappropriée. Son comportement terrifia la femme, qui s'enfuit de la maison en hurlant. Quand la communauté l'apprit, Arthur fut renvoyé, chassé et complètement ostracisé. Il dut quitter sa ville natale avec pour seul bagage les vêtements qu'il portait. Pendant 6 mois, personne ne se soucia de la façon dont Arthur vivait. Mais soudain, il revint. Il apparut au village vêtu d'habits relativement neufs et se montrant très généreux avec son argent. La nouvelle de la richesse d'Arthur se répandit comme une traînée de poudre. Il commença à se vanter d'avoir attiré l'attention d'un haut fonctionnaire dans la grande ville et d'avoir désormais l'influence nécessaire pour aider qui il voulait. Les villageois, étant versatiles, montrèrent soudainement un grand respect à Arthur. Arthur était ravi. Il passait ses journées à se vanter des merveilles de la ville, fier que son statut soit désormais égal à celui du riche monsieur Miller. À ce moment-là, Arthur croyait être au sommet de la victoire. Mais quelle était la vérité ? On finit par découvrir qu'Arthur n'avait jamais travaillé pour un fonctionnaire. Il avait simplement rejoint un gang de petits voleurs, et son rôle consistait à faire le guet pendant leur cambriolage. Quand les gens apprirent qu'Arthur avait menti pour se pavaner, leur mépris pour lui devint encore plus fort. Cette partie de l'histoire nous enseigne que ceux qui désirent le plus désespérément être perçus comme supérieurs sont généralement ceux qui ressentent le sentiment d'inadéquation le plus profond. Arthur utilisait des succès fabriqués pour prouver son excellence parce que son moi véritable était trop douloureux à affronter. Dans notre monde, nous voyons cela dans la manière dont les gens mettent en scène leur vie pour les autres. Nous aimons montrer où nous sommes allés, quels produits de luxe nous possédons, qui nous connaissons ou à quel point nous sommes talentueux. Nous faisons cela pour prouver que nous sommes différents, pour chercher l'admiration de la foule et pour obtenir cette dose de reconnaissance externe. Mais plus nous utilisons des objets extérieurs pour embellir notre identité, plus nous révélons le vide intérieur. Les personnes vraiment expérimentées sont généralement très calmes. Les personnes vraiment confiantes savent être humbles parce qu'elles n'ont pas besoin de votre regard pour se sentir dignes. Elles brillent d'une lumière simple et paisible qui n'a pas besoin de projecteur. Quand on vit avec clarté, on n'a plus besoin de porter le masque de la supériorité. Les 3 poisons de l'esprit de victoire mentale sont l'auto-justification, s'en prendre aux faibles et se vanter de faux succès. Si vous voyez ne serait-ce qu'un de ces signes en vous, c'est que vous vivez dans une transe d'illusion. Si vous en voyez 2, vous êtes devenu accro à cette drogue mentale. Et souvent, une fois qu'un poison s'installe, les 2 autres suivent, formant un trio dangereux qui paralyse votre capacité à faire face à la vérité. Vous pouvez dormir avec le sentiment que vous allez bien, mais vous vous éloignez en réalité de la maîtrise de soi. Une personne perdue dans le désert qui boit l'eau d'un mirage peut étancher sa soif une seconde, mais cela ne sauvera pas sa vie. Pour vous réveiller, vous devez oser regarder la vérité. Vous avez besoin de changer. Vous avez besoin de vous transformer. C'est quand nous réalisons que chaque excuse que nous inventons et chaque fois que nous blâmons les autres n'est qu'un signe de notre manque de maîtrise de soi que nous pouvons enfin commencer le travail. Au lieu de justifier vos échecs, apprenez à assumer la responsabilité de vos choix. Au lieu de vous défouler sur quelqu'un de plus faible, trouvez un exutoire sain. Au lieu de vous pavaner pour chercher de la reconnaissance, cultivez tranquillement vos véritables capacités. Quand vous êtes comblé de l'intérieur, vous n'avez plus besoin de l'anesthésiant d'une fausse victoire. La dernière partie de l'histoire d'Arthur est peut-être la plus tragique et la plus révélatrice. Dans le récit de Luxin, Arthur passa par hasard devant la scène d'un cambriolage chez les Miller la nuit où il eut lieu. À cause de ses liens passés avec des voleurs et de l'enquête bâclée et paresseuse des fonctionnaires locaux, Arthur fut arrêté et accusé d'être le cerveau de l'opération. Les autorités voulaient faire un exemple pour satisfaire la demande de justice du public, et Arthur fut donc condamné à mort. Alors qu'on menait Arthur vers le lieu de l'exécution, il regarda la foule. Les yeux des gens étaient froids, convergeant en une aura terne mais tranchante. Ils étaient indifférents à l'innocence potentielle d'Arthur, ils n'avaient soif que de spectacle, comme une meute de loups affamés. Pour la première fois de sa vie,
Arthur ressentit une peur réelle, glaciale. Il réalisa que ses victoires spirituelles ne pouvaient le sauver de l'acier froid de la réalité. Après sa disparition, l'opinion publique parla en mal de lui, mais pas à cause de son caractère. Beaucoup étaient en fait mécontents de l'exécution parce qu'ils estimaient qu'une décapitation aurait été plus impressionnante qu'une fusillade. Ils avaient l'impression d'avoir perdu leur temps parce qu'Arthur n'avait pas prononcé de réplique dramatique ou héroïque avant de mourir. C'est la psychologie du public. Ceux qui regardaient Arthur se moquaient de lui et le trouvaient méprisable, mais ils ne réalisaient pas qu'ils vivaient de leur propre version de la même victoire psychologique. Ils utilisaient leur critique envers Arthur pour se créer un faux sentiment de supériorité. Ils utilisaient sa tragédie pour oublier temporairement leur propre impuissance et le vide de leur propre existence. La foule dans l'histoire d'Arthur représente une oppression collective. Ce n'est pas différent des commentaires toxiques que nous voyons sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où les gens rient des malheurs des autres pour se sentir mieux dans leur peau. Par conséquent, une étape cruciale de votre voyage de croissance est d'apprendre à ne pas juger ni critiquer. Arthur est un petit personnage, mais il est un prisme géant aux multiples facettes reflétant les recoins cachés de l'âme humaine. Avant de ridiculiser quelqu'un d'autre, nous devrions nous demander: suis-je en train d'utiliser un triomphe mental pour masquer ma propre peur? Beaucoup voient en Arthur le reflet d'une société féodale oppressive ou d'une révolution ratée, et c'est une signification historique profonde. Mais pour nous, ici à Version améliorée, nous voulons regarder le phénomène psychologique. L'inspiration de vie ne vient pas du jugement de la société ou des autres. Elle commence par le courage d'admettre qu'en chacun de nous, il y a un petit Arthur. Ce n'est que lorsque nous avons le courage de regarder cette ombre en face que nous pouvons sortir de l'autodéception. Nous pouvons commencer à vivre plus consciemment, plus amoureusement et plus fidèlement à nous-mêmes. Nous pouvons cesser d'être la victime et le punisseur. Nous pouvons commencer à être les maîtres de notre propre destin. Merci infiniment d'avoir écouté cette exploration au long cours. Je crois sincèrement que faire face à l'Arthur qui est en nous est l'une des étapes les plus importantes vers la vraie liberté. Si vous avez trouvé cette discussion utile, ou si elle a suscité un moment de réflexion dans votre propre vie, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir du mal à trouver son propre chemin. Notre mission chez Version améliorée est de vous fournir les outils et la sagesse nécessaires pour naviguer dans les complexités de la vie et devenir la meilleure version de vous-même. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un moment pour cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à se développer et à toucher plus de monde. Et surtout, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Nous publions chaque semaine de nouveaux résumés approfondis et des guides de développement personnel, et nous serions ravis de vous compter parmi les membres de notre communauté grandissante d'apprenants passionnés. Votre soutien compte énormément pour nous et nous permet de continuer à vous apporter ces perspectives qui changent la vie. Merci encore pour votre temps, votre attention et votre engagement envers votre propre croissance. Continuez à regarder en vous, continuez à avancer, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.